Hop, on continue les kanji, comme d'hab. Un petit like, un petit commentaire, un petit follow, ça aide beaucoup. On continue avec notre clé du fil, aujourd'hui. Le fil à gauche. Et cette fois-ci, à droite, on va avoir la bouche. Et en dessous de la bouche, la lune. La lune qui représente souvent des parties du corps, des choses comme ça. Ok ? Le sens de ce kanji, c'est la soie, qui se prononce kinu, ou ken, comme dans kenshi, le fil de soie, avec justement, ou kinuito, les deux se disent, le fil de soie avec le fil qu'on voit répété à droite. Donc c'est bien parce que je trouve que on peut facilement... Ah, c'est l'hormone, j'ai pas ma baguette, mais... Tsuki ni kawate oshiokiyo. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, avec le fil de soie, on a justement le fil dans le kanji. Donc, on va penser que notre verre à soie, il utilise son corps, des parties de son corps, et qui fait sortir par la bouche le fil de soie qui lui permet qui nous permet à nous ensuite de faire de la soie. Donc, c'est comme ça que j'ai retenu ce petit kanji. Et donc, kinu, on le trouve aussi dans kinu dofu, le tofu soyeux. Ah. Ouais, on dit plutôt kinu dofu, c'est marrant. Voilà. Le tofu soyeux, si vous aimez bien le tofu, moi j'adore le tofu. Quand je dis ça, on me dit mais tofu ou quoi ? Et ben moi j'adore le tofu. Voilà. Le suivant. Toujours la clé du fil. Et cette fois-ci dans la partie droite, alors on va commencer par une bouche, mais en fait on va en avoir trois, puisqu'on a le kanji des marchandises. Shina. Ou hin. Les trois petites boîtes. Les trois petits cartons empilés les uns sur les autres. Les marchandises. Et en dessous, on a un arbre. Un arbre, du bois. Ok ? Fil, marchandise, arbre, bois. Le sens de ce petit kanji, c'est quelque chose qui comment dire ? Winding, c'est quelque chose qui s'enroule. Ok ? C'est le verbe kuru, comme dans l'expression kurikaesu, répéter. Parce que ce verbe kuru tout seul, on ne trouve pas si souvent que ça. L'expression qu'on trouve souvent, c'est kurikaesu, qui veut dire répéter quelque chose. Répéter, refaire. Kurikaesu. Donc c'est ce kuru avec l'idée de rembobiner, si vous voulez. Quel mot-clé on va se mettre en français là-dessus ? Embobiner, ouais, voilà. Il est tourner des pages aussi, d'enrouler sur une bobine. Kuru mawaru. Il y a quelque chose qui tourne, comme l'onomatopée. Kuru. Lecture on so, qu'on trouve pas si souvent que ça, mais qu'on peut déduire parce que la partie droite, c'est comme le verbe ayatsuru. Ça, c'est un kanji qu'on avait déjà vu. Ayatsuru, manipuler. Le so de sousa. L'utilisation d'une machine, par exemple. Donc, bref, là, c'est surtout kuru. Donc, moi, j'ai imaginé que pour que les marchandises, là, soient bien protégées, on les mettait dans des boîtes en bois et pas juste en carton. Donc nos trois petits cartons là, nos trois petits cartons de marchandises, avant une livraison, on les mettait dans du bois, dans des caisses en bois qu'on protégeait, qu'on enroulait, autour desquelles on embobinait un fil pour bien les protéger, que ça s'ouvre pas pendant le transport.
Voilà à peu près comment j'avais retenu ce petit kanji. Voilà. Le suivant. Ah oui. Encore notre fil. À gauche. À droite, on a le riz. Et ensuite, on a une sorte de crochet hameçon 1, 2. Un peu comme un très grand L, vous voyez. Je ne sais pas exactement dans quel ordre ils se font ces traits d'ailleurs. Est-ce qu'il me l'a trouvé? Ça, c'est pas un kanji qu'on trouve si souvent que ça. Si je dis pas de bêtises, c'est le verbe tsugu. Voilà. Tsugu, qui veut dire succéder, hériter. C'est comme tsugu qu'on trouve avec le kanji tsugi, hein, mais avec un sens un peu plus spécifique. Parce que ça, c'est juste venir après, suivre. Là, c'est vraiment l'idée de venir après, suivre dans le cadre d'une succession. Dans le cadre d'une succession. Tiens, on va vérifier l'ordre des traits. Non, c'était bien ça. Hein. On fait d'abord le riz, puis après... Ah oui, mais c'est un seul trait. J'ai dû le faire en deux. Ce qui était une erreur. Pas très grave. Donc, la succession. Hop. La succession. Le fil. Ah oui. Il ressemble un peu à ce kanji-là qu'on avait vu il y a quelque temps, hein, qui veut dire refuser, kotowaru. Refuser ou aussi sevrer. Je m'ai fait toute une histoire compliquée avec, je crois, le super-héros Thor ou je sais plus quoi, à cause de la hache qu'il y avait dedans. Et je crois que j'avais pensé justement, je m'étais fait une histoire liée à ça. J'avais pensé que Thor, le super-héros Thor, si vous avez vu les films, à un moment il doit succéder à son père parce qu'il est en lignée directe pour suivre le fil. Ce fil-là, j'ai pensé à la lignée. Il est en ligne directe de son père, Odin, et de sa mère, là, qui s'appelait, comment déjà? Freya, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais pensé à cette histoire de succession dans les super-héros Marvel, qui m'avait un peu parlé. Mais vous trouverez sans doute quelque chose qui vous parle plus à vous. Hein? Tiens. Hop. Et le suivant, il est assez compliqué, pourtant c'est un concept assez simple. On a un fil, toujours notre fil, qu'on ne lâche pas. Ensuite, on a un balai, hein, qui ressemble beaucoup au katakana yo, mais là qui dépasse un peu le dernier trait vers la droite. Et en dessous, j'ai un grain de riz. Fil, balai, grain de riz. On le voit ici, ce petit kanji. C'est le kanji de la couleur verte, ou la couleur vert, le vert, midori. Midori, c'est aussi un prénom, hein, qu'on trouve souvent. Cette prononciation ryoku, on la trouve assez régulièrement, comme par exemple la ryokucha, hein, ryokucha, du thé vert. Le plus souvent que si on dit juste ocha, on parle de thé vert, hein, le plus souvent. Quand on parle de thé à l'oxyde, enfin thé plus rouge ou noir, c'est plutôt kocha. Kocha. Donc ryokucha du thé vert, ou midori, la couleur verte. Donc, quelle histoire on pouvait faire avec ça? J'ai plus trop d'idées là. On va s'en trouver une ici. Il y a quelqu'un qui a pensé que des grains de riz
qui était coincé dans les poils du petit balai, de la petite balayette, devenait vert parce qu'il moisissait. Mais du coup, il n'y a pas le fil dedans. Je crois que j'avais dû penser à un truc comme ça, une petite balayette, effectivement. Et avec ma balayette, je ramassais différentes choses par terre. Je ramassais des petits bouts de fil qui traînaient par terre, des petits grains de riz. Et que je mettais tout ça dans... Ah oui, et que je mettais tout ça dans ma poubelle verte. C'est-à-dire la poubelle où je mets un peu tout, les choses que je ne peux pas recycler. Les choses voilà, qui ne sont pas des emballages, par exemple. Je crois que je m'étais fait une histoire comme ça par rapport au couvercle de la poubelle. Et ce qui est important, en fait, surtout sur ce kanji, c'est de le distinguer du suivant, qui lui ressemble énormément. Donc c'est bien, on va avoir les deux à l'écran, là. Donc, vous allez voir, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et alors, très souvent, moi, je les confonds quand je fais pas bien attention. Quand je fais pas bien attention au contexte. Parce que, vous voyez, à gauche et en haut à droite, c'est exactement la même chose. Tout ce qui diffère, c'est en dessous, là. Au lieu d'avoir les grains de riz, j'ai la truie. J'ai ma petite cochonne. Vous voyez? Mais même ça ressemble. Hein. C'est quelques traits en plus, mais ça ressemble un petit peu. Donc quand on ne fait pas attention, on peut très facilement les confondre, ces deux kanji. Donc c'est très très bien, là encore, qu'on les apprenne en même temps. Comme ça, on peut bien apprendre à les distinguer. Lui, c'est des grains de riz. Celui-là, c'est un cochon. Ok. Et alors, celui-là, je me souviens très bien de l'histoire que j'avais faite pour le mémoriser. Son sens, c'est l'affinité. Il peut se lire tout seul comme N ou Yukari pour vouloir dire une affinité. Ça veut aussi dire un rebord. Ça, c'est plutôt cette lecture et ce mot fuchi. Avec la lecture N, on le trouve aussi dans le mot Engawa. Engawa, c'est un élément important de l'architecture japonaise. C'est ce rebord en bois qui fait ce couloir à moitié extérieur qui fait tout le tour de la maison japonaise traditionnelle et qu'on peut fermer avec des volets, hein, et qui permet d'avoir une magnifique ouverture sur le jardin. C'est ça le engawa, hein, donc le rebord, du côté du rebord, c'est ce sens de rebord. Donc un rebord, une affinité, on peut imaginer que c'est les rebords qui se touchent, hein, une zone sur laquelle l'affinité se crée, parce que quand les rebords sont un peu tangents et se touchent. Fuchi. Je trouve que c'est un très joli kanji, un peu comme vert, voilà. Le seul problème, c'est qu'ils se ressemblent énormément tous les deux. Donc il faut trouver des façons distinctes de le mémoriser. Et moi, j'avais pensé à un site de rencontre par affinité. À une époque, il y en avait un qui s'appelait Mythic Affinity, je ne sais pas si ça existe toujours ou pas. Et donc que dedans, il y avait des fils de discussion, comme des forums, pour que les gens fassent connaissance. Et que dans ces forums, j'avais imaginé une fille qui avait fait une touche avec un monsieur et qui s'était dit peut-être qu'on a une affinité, mais quand lui a parlé un peu plus, elle s'est rendu compte que c'était un gros porc. Donc j'avais pensé au gros cochon là, à la truie en dessous, et qui voulait en faire une simple housewife, une mémère à la maison qui passe le balai. Donc voilà, j'avais pensé à une rencontre qui était un échec total sur un site de rencontre par affinité qui aurait tourné hélas au fiasco pour notre cher célibataire. Ensuite, le suivant, c'est assez tarte comme formulation. En dessous, donc à gauche, pardon, on a toujours notre fil, hein, je vous avais dit, on va encore se le traîner un petit peu. Bientôt on a fini le fil. Bientôt, on va pouvoir lâcher le fil. À droite, on va avoir notre capuchon, version longue, là, vous voyez, on dirait presque la lune, sauf qu'à l'intérieur, on a tout à fait autre chose. On a des cornes d'animal.
un petit trait en dessous. Et en dessous, on a le kanji pour mourir, le trépas. Nakunaru. Je le fais un petit peu trop ce motif, mais bon. Vous voyez le kanji que ça a permis de faire. Et ça, c'est un kanji assez utile. C'est un filet. Un filet ou un réseau. Mais souvent, quand on va avoir la lecture on mo, ça va être plutôt dans le sens de réseau. Et puis ami, hein, littéralement quelque chose qui a été cousu ensemble, puisqu'il y a le verbe ame, hein, qui veut dire coudre, tricoter plutôt. Et donc ce ami, c'est donc un filet, hein, comme dans Amidana. Amidana, c'est le porte-bagages dans les trains. Hein, c'est le filet, l'étagère en filet. C'est ce que ça veut dire littéralement. Jadis, c'était peut-être un simple filet. Donc voilà, Kanami, le rideau de fer. Momaku, ouais, la rétine. Tsushinmo, réseau de communication, vous voyez. Avec cette idée de réseau, avec cette prononciation mo. Donc un filet. Et ben moi j'ai imaginé un filet dans lequel on donc fait avec du fil, logique, fil-filet, qu'on avait jeté par-dessus. C'était l'idée de ce capuchon, là, quelque chose qui vient recouvrir une bête à cornes, qui était dans mon image mentale, c'était un rhinocéros, et que malheureusement, après sa capture, eh bien, il était mort, notre rhinocéros, parce qu'il avait été tué par des braconniers terribles qui lui avaient volé sa corne. Donc voilà une histoire bien triste, mais que j'ai pas oubliée, parce que j'ai vraiment imaginé mon rhinocéros là qui se débat à l'intérieur des mailles du filet, et puis qui s'en sort pas malheureusement. Ensuite, celui-là, il est pas très joli. J'aime pas les kanji qui sont en 3 parties, là, avec 2 trucs en haut et un truc en dessous. Surtout quand le fil est en dessous, je trouve ça très moche, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va voir en haut le serviteur, l'esclave, qu'on avait vu il y a quelques temps. À droite, on a l'entrejambe. Et en dessous, le fil. Alors, ça, ça indique une tension. Ce kanji, il indique une forme de tension, quelque chose de très tendu, un peu rigide, un peu difficile, quoi. C'est le kin du mot kincho. Kincho suru, kincho, c'est la nervosité. Kincho shimasu. Kincho shiteimasu. Je suis nerveux. On a aussi shimeru, shimaru, qu'on avait déjà vu avec un autre kanji. Donc on va pas trop en reparler, mais la nuance qu'on va avoir ici, c'est plutôt le fait d'être comment dire, d'être un peu sévère, quoi. Donc, mon esclave de l'entrejambe. Donc, j'ai pensé à un esclave dans un harem, quoi, si vous voulez. Hein. Une esclave qui devait passer à la casserole pour le maître du harem, peut-être un pharaon ou je ne sais qui. Et j'ai imaginé toujours mon histoire de fil là, qui sert à assassiner. Là. Le fait qu'elle voulait assassiner son oppresseur, le pharaon, avec un fil, dont elle se serait bien servie pour l'étrangler. Et donc, il fallait pour ça qu'elle ait un fil qui résiste même quand il est bien tendu. Donc, j'ai imaginé mon esclave en train de regarder parmi les étoffes qu'elle a dans son harem, quel fil, en tendant les différents fils, pour voir lequel est le plus résistant et lui permettrait d'assouvir sa vengeance sur le vilain pharaon qui la maltraite. Ensuite,
On arrête. Eh oui, l'arrêt. Tomeru tomaru. À droite, la cuillère. Ok. Et en dessous, le fil. Et là, on a encore une couleur. Encore une couleur. Mais pas le vert comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on a le violet. Murasaki. Vous voyez, ce kanji tout seul, il se prononce Murasaki. Comme Murasaki Shikibu. Auteur mythique. Donc Murasaki Hiro. Et sa lecture on, c'est juste Shi, qu'on trouve comme dans Shiga Isen, qui sont les rayons ultraviolets. Shiga Isen, avec la ligne qu'on avait vue la dernière fois. Donc les rayons, les lignes qui sont à l'extérieur du violet, les rayons ultraviolets, les radiations ultraviolettes. Murasaki. Je m'étais fait une petite image mentale avec un bavoir. C'est-à-dire ce fil-là, j'avais imaginé un bavoir un peu effiloché. Et le fait qu'on arrêtait de donner à la cuillère à un petit enfant, j'ai imaginé un yaourt un yaourt de couleur violette, donc par exemple un truc à la comment on appelle ça, à la myrtille, hein, c'est bleu-violet. Donc j'imaginais un petit enfant qui mangeait, peut-être à qui on avait arrêté de donner la cuillère soi-même et qu'on le laissait maintenant manger tout seul avec sa cuillère. Et comme si vous fréquentez des petits, vous savez que quand ils commencent à manger un peu tout seul, ils en mettent un peu partout. Donc voilà, j'ai imaginé qu'ils en mettaient un peu partout et qu'il y avait du violet partout sur son bavoir en fil, là. Voilà, parce qu'il en mettait partout avec sa cuillère, mais que le petit bébé et le petit enfant étaient tout contents, parce que maintenant, il était autonome pour manger. Le suivant. Et l'avant-dernier qu'on voit avec le fil. Ah, merci. J'avais marre du fil. À droite du fil, cette fois-ci, on va avoir le spécialiste. La spécialité. Heissig avait donné le sens d'acupuncteur. Je ne vois pas trop pourquoi, je ne vois pas trop l'utilité, puisqu'on avait déjà un sens bien clair avec celui-là. C'est le sen de senmon. Senmon, la spécialité. Senmonka, le spécialiste. Donc on a un fil et on a un spécialiste, une spécialité. Le sens de ce kanji, c'est shibaru, qui veut dire ligoter quelqu'un. Il y a tout un art du ligotage érotique au Japon, si ça vous intéresse, allez regarder ça, qui s'appelle le shibari. Mais au-delà de ça, voilà, c'est le sens de ce kanji. Voilà, shibari, ça peut vouloir dire un lien, une entrave, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, parce que peut-être vous êtes ligoté, les mains dans le dos. Et moi, j'avais pensé en fait, un moment dans le jeu vidéo Metal Gear Solid, le premier, il y a des otages à libérer. Et le fait que parmi les otages, on avait un spécialiste peut-être en armes nucléaires ou je sais pas quoi. Donc ce spécialiste qui était ligoté avec un fil et qu'il fallait le libérer. Voilà, vous faites faire d'autres histoires en fonction des films, mais je pense que vous pouvez trouver assez facilement un film d'espionnage ou d'action que vous avez vu où il y a un scientifique, un spécialiste qui s'est retrouvé ligoté et essayer de retenir ça pour ce kanji. Et le dernier qu'on va avoir avec le fil. Le fil, et à droite, on va avoir quelque chose qui ressemble énormément à la tortue. Ou à l'anguille, ouais. Mais c'est surtout quelque chose qu'on voit dans le kanji de la tortue. Je vous le remontrerai après. Hop, on part de là-haut. Et on a effectivement la petite anguille
qui passe par là. Joli kanji, je trouve, qui est un peu en lien avec le précédent. Hein. C'est une corde, nawa. Nawa, la corde. Et jo, comme dans le mot Jōmon, hein, qui est une période de la préhistoire japonaise, si je ne dis pas de bêtises. Hein, de la préhistoire japonaise. La période Jōmon, vous voyez, de 14 000 à 1000 avant Jésus-Christ. Jōmon. La période des motifs de cordes. Parce qu'il y avait des motifs de cordes, on a retrouvé des céramiques sur lesquelles il y avait des traces de motifs de cordes, et donc on a appelé ça la période Jōmon, à cause de ces motifs. Bref, donc Nawa, notre corde. J'ai imaginé... Ah oui, pourquoi je vous parle de la tortue? Parce que la tortue, voilà le kanji de la tortue. Il ressemble quand même furieusement. Donc moi, j'ai pensé directement au kanji de la tortue, même s'il y a une petite différence, c'est que là, il y a une petite serpette là-haut. Hein, et j'ai pensé à une pauvre tortue qui était tout emmêlée dans des fils en plastique de déchets plastiques dans la mer, voilà, qui faisait que la pauvre, elle n'arrivait pas à s'en sortir à cause de ça. Et que ça faisait comme des cordes en fait. Hein. Oui, pardon, parce que je ne suis pas allé jusqu'à la corde, mais voilà, qu'elle avait des sortes de cordes en plastique, des cordons en plastique, des fils en plastique qui l'entouraient, et que la pauvre, fallait la sauver, mais qu'heureusement, un volontaire sur la plage était allé aider notre pauvre tortue toute emberlificotée. Alors, le prochain élément qu'on va voir, alors Evely, coucou Evely. Alors Evely en japonais, tu vas avoir beaucoup de mal à l'écrire puisque le V n'existe pas. Donc tu peux écrire Evely si tu veux. Tu peux essayer d'écrire Evely. Je vais te le mettre dans le chat. Mais voilà, ou Evely, hop. Mais ouais, vle, c'est pas un son qui existe en japonais. Hein, voilà. Donc on a notre corde. Le prochain composant qu'on va voir, puisqu'on sort enfin du fil, c'est un élément du fil, l'élément supérieur tout simplement. Et cet élément-là, on va lui donner le sens d'un cocon. On peut penser que le cocon, c'est un fil que ça a été tissé avec un fil. Hein, donc ça peut marcher comme ça. Et notre cocon, on va le voir avec de la force. Oh, chikara, la force. Pourquoi il ne me l'a pas reconnu, lui? C'est bizarre, ça. C'est quand même relativement simple. Bon, c'est pas grave. Hop, le voilà. Ce kanji-là, donc le cocon et la force, ça désigne la petite enfance. Je réponds juste à un petit message. Voilà. Donc c'est l'adjectif osanai qui veut dire en petite enfance. Hein, Evely, je te rappelle, le premier truc à faire quand on démarre le japonais, c'est d'apprendre les kanas, parce que comme ça, on commence à se familiariser avec le système d'écriture, et surtout, on comprend quels sons existent en japonais et quels sons n'existent pas en japonais. Voilà. Donc regarde ma vidéo sur les kanas, il y en a 2, c'est gratuit, il y a toute une méthode avec, et ça évite de perdre son temps et son argent à apprendre ça au début des cours de japonais. Apprenez les kanas avant de commencer les cours de japonais. C'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, et ça vous fera gagner du temps et des sous. Donc, osanai, de la petite enfance, tout jeune, très jeune, dans l'enfance.
hein, la petite enfance. On a l'expression Osana Tomodachi, qui veut dire un ami d'enfance. Osana Najimi, pardon. Osana Najimi, voilà, un ami d'enfance. On peut dire Osana Tomodachi. Hein, Osana Najimi, c'est vraiment l'expression consacrée. Et Yo, comme dans Yoji, voilà, qui veut dire un bambin. Vraiment quelqu'un qui a moins de... qui est tout petit, quoi. Qui commence à peine à marcher, hein, mais qui va pas encore vraiment à l'école. Yoji. Qui n'est pas forcément propre. Eh bien, moi j'ai imaginé une créature qui sortait d'un cocon, hein, une toute jeune créature qui devait sortir d'un cocon et qui devait qui était dans sa toute petite enfance, qui était un tout petit être, encore tout petit, et qui devait déployer beaucoup de force pour réussir à percer, sortir du cocon. Voilà, donc un petit enfant qui devait sortir de son cocon, un petit enfant quoi, un petit enfant chenille pour devenir un papillon. Voilà. Le suivant. Cette fois-ci, dans la partie gauche, on a une partie du kanji de Iku, aller, qui désigne pour moi une colonne de soldats qui part en campagne. Hein, on a notre colonne de soldats qui part en campagne. À droite, on a le cocon. Et en dessous, on a les jambes qui marchent. Et ça, c'est un kanji très commun. Très, très, très courant. C'est le kanji du mot ato qui veut dire après. Ça veut aussi dire derrière. Ça, c'est plutôt la lecture ushiro. Ushiro. Ato, c'est plutôt après. Nochi aussi, comme nochi hodo, après, plus tard. Et ushiro, l'arrière, derrière. C'est aussi le go de gogo, l'après-midi. Gogo, l'après-midi, littéralement, après le midi. Facile. Ça, c'est midi, et ça, c'est après. Donc, après-midi. C'est QFD. Donc ça, c'est un kanji très courant. Ah, c'est carrément un kanji recommandé pour le N5. Je ne savais pas. Bah oui, parce que je pense qu'il y a gozen, gogo. Ouais, il y a tout ce qui est lié à lire l'heure dans le N5. Donc c'est logique que ce kanji y soit. Donc c'est un kanji très commun, et pour le coup, je ne sais plus trop quelle histoire je m'étais faite pour le mémoriser, si je m'en étais fait une. Donc j'ai ma colonne de soldats qui marche. Qui marche, qui va dans son expédition, et qui a des cocons. Pourquoi ils ont des cocons? C'est un peu ballot. J'ai pas vachement d'idées là. Derrière. Ah oui, on va penser à notre colonne là, on va en faire la colonne de jambes qui marchent. Ça va nous faire penser aux jambes, aux papates d'une chenille, justement, la chenille qui sort du cocon. Hein. Eh bien, voilà, elle rentre dans son cocon et elle laisse sa vie d'avant derrière elle. Donc on va garder le sens de, voilà, elle laisse sa vie après elle, derrière elle, et ensuite elle va pouvoir passer à sa nouvelle vie de papillon. C'est bien ça. Allez, et le dernier qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va être une session plutôt courte. On va avoir la montagne, un peu plus haute que d'habitude la montagne. Et puisque dans la montagne, on va lui mettre 2 cocons. Ok? Je trouve assez joli, assez classe ce kanji là, avec ses 2 cocons. Ce kanji là, on le trouve dans le mot yurei, qui veut dire... Est-ce qu'il nous le montre là? Ouais, yurei, un fantôme, un spectre, yurei. Donc sa prononciation on, c'est yu. Les prononciations kun, franchement,
on les trouve pas tellement, hein, c'est très très rare. Donc c'est vraiment le yu de yurei. C'est vraiment ça le plus courant, le mot le plus courant avec ce kanji que sinon on voit pas trop. Mais son sens, c'est quelque chose comme, comment dire, comme une apparition transparente, quelque chose qui est pâle comme un feu follet. Euh, ouais, le mot que l'a mis ici, c'est faint, hein, donc quelque chose d'à peine perceptible. Euh, Rei, ce rei là, ça c'est un esprit, un fantôme. Donc un esprit pâle ou un esprit confiné qui n'arrive pas à aller dans l'au-delà. C'est peut-être ça, l'origine du mot yurei. Euh, Peut-être garder l'idée de quelque chose de confiné, hein, peut-être. Ouais. Hein. Ouais, on va garder l'idée de quelque chose de confiné, comme notre fantôme qui est confiné à un périmètre bien limité autour de la tombe ou de la maison hantée qu'il doit hanter ou du cimetière qu'il doit hanter. Eh bien, dans la montagne, les cocons, hein, sont comme des petites prisons dans lesquelles sont confinés nos insectes, nos larves, là, surtout nos chenilles, voilà, jusqu'à ce qu'elles deviennent enfin des papillons. On peut se faire une petite histoire comme ça. Hein. Voilà, voilà. Et du coup, est-ce que j'en fais encore un? Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.